Voilà, déjà, nous allons pouvoir commencer la séance d'information consacrée aujourd'hui soir à la formation IFA-PME Community Management. Donc nous allons passer à peu près une heure ensemble, en fonction des questions-réponses par la suite. Nous allons donc faire la présentation de cette formation qui s'est organisée par le centre IFA-PME de Liège, et Verviers, et dans l'implantation de Verviers. Nous avons également des personnes qui nous suivent via Facebook, que je salue. Manifestement, c'est une formation qui rencontre un certain succès si je vois le nombre de personnes qui sont dans la salle. Nouvelle formation, faut-il dire aussi, puisque c'est la première année qu'on l'organise ici. Nouvelle technologie également. Donc nous allons diviser cette information en trois parties. Une première partie qui sera plongée au cœur du métier où, avec M. Yorick, nous allons voir la réalité du métier, qui a aussi la spécificité ici d'être votre formateur qui dispensera la formation. Après cela, il y aura une présentation plutôt administrative de la formation, c'est-à-dire tout ce qui est intervalle, horaire, contenu des cours, etc., où vous pourrez également intervenir. Interviendront également donc, dans cette information donc, M. Yorick, ou M. Antoine, pardon, excusez-moi, je confonds les deux, et non Yorick, M. Antoine, qui sera donc le formateur et qui travaille, qui est donc déjà actuellement, c'est une obligation à l'IFA-PME pour pouvoir être formateur, c'est qu'il faut être professionnel en exercice dans le métier pour lequel on donne la formation. Et donc ici, M. Antoine donne cours, mais il travaille dans une entreprise, je pense, que tout le monde connaît, le Tech Liège-Verviers, je pense que c'est une entreprise fort connue, et où il assure le rôle donc, de community manager. Alors, quelques instants pour nous expliquer un peu son parcours. Nous avons également M. Murray James, qui se trouve pour l'instant sur le côté, et qui lui est référent à la tutelle. On dit autrefois délégué, maintenant c'est référent. Dans l'IFA-PME, Institut de formation en alternance, le nom principal c'est alternance. L'alternance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'aller en entreprise faire des stages. À l'IFA-PME, les personnes qui font ces stages ne sont pas livrées. Externe. Oui, et dans votre parcours aujourd'hui, vous êtes passé par une période comme nous tous d'ailleurs, il suffit de voir l'ustensile que nous portons. Vous êtes passé par un épisode un peu plus compliqué, par exemple pour vous, au niveau du Covid dans votre métier, ça s'est traduit comment? Alors, ça ne s'est pas vraiment ressenti, puisque en fait nous sommes 6 personnes, mais chaque membre est détaché dans une direction territoriale différente pour gérer le secteur destiné. Donc on ne se voyait pas réellement entre collègues. Mais depuis mi-mars, nous sommes en télétravail. Et comme tout se fait en ligne, ça ne change pas réellement à la fonction en tant que telle. Le plus compliqué, c'est de ne plus travailler forcément en présentiel, de ne plus voir des collègues et d'interagir avec les autres services. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en général, quand on a une question, on va directement trouver la personne concernée. Sauf qu'ici, c'est un peu plus compliqué. Mais on s'adapte. Oui, on peut nous adapter, mais effectivement, c'est un travail très spécifique. Alors, par rapport maintenant à la réalité du métier, réellement le contenu de votre quotidien, moi quand on me parle, je suis un néophyte, je ne connais pas grand-chose, quand on me parle community management, quand on parle de réseaux sociaux, j'entends Facebook, alors comme je dis toujours, je connais des gens qui passent leur journée sur Facebook, mais c'est pas pour ça que ça les travail. Donc, fondamentalement, quelle est la réalité du travail d'un community manager? Comme dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Donc effectivement, la face visible de l'iceberg, c'est simplement, entre guillemets, facile de répondre aux commentaires ou de liker 2-3 posts. Sauf qu'en off, c'est un peu plus technique que ça, puisque nous avons aussi une multitude de messages en privé, où là, il faut interagir avec des clients qui sont parfois pas très contents. Il faut avoir une certaine maîtrise de soi, etc. Il y a aussi la création de contenu, puisque nous créons nous-mêmes nos posts
ligne. Nous avons aussi les visuels à créer, que ce soit vidéo ou simplement une image. Nous avons aussi des interviews à rédiger, puisque nous postons aussi certains articles. Donc, il y a parfois des missions de terrain pour aller interviewer certaines personnes sur des fonctions spécifiques que nous souhaitons mettre en avant. Et alors, il y a aussi l'édition d'un calendrier éditorial, puisque nous devons quand même, sur un an, planifier un certain nombre de publications pour rester actif sur la page, parce que c'est bien beau d'avoir une page Facebook. Il faut pouvoir interagir aussi tous les jours avec les abonnés, sinon c'est compliqué. Alors, autre spécificité dont on parle souvent d'Internet, les 3 mots, ça va venir un petit peu après. Et je pense que j'ai oublié de présenter M. Schumacher tout à l'heure, qui est à la technique, mais qui interviendra tout à l'heure également, car il est le coordinateur des formations. Ceci dit, quand on parle d'Internet, j'en ai déjà pu un peu discuter pour préparer cette information. Internet qui fournit un certain anonymat, est-ce que ça n'entraîne pas des dérives dont le community manager peut pâtir éventuellement? Le plus compliqué, c'est de bien surveiller ce que l'on écrit effectivement, parce que c'est vite, ça peut vite déraper effectivement. On a certains clients qui dérapent facilement. Le tout aussi, c'est de maîtriser les employés de l'entreprise en question, parce que sur notre page publique, nous avons aussi des commentaires négatifs, forcément comme toutes les pages. Nous avons des employés qui viennent aussi répondre aux commentaires négatifs. Parfois, il y a une cascade de haine qui commence à arriver. Donc, on essaie aussi de cadrer un petit peu le personnel à ce niveau-là. Donc, il y a une charte interne qui est définie, parce qu'au-delà de son profil, même si on répond avec son profil privé sur la page publique, on est quand même responsable de ce que l'on écrit, donc il faut faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Et certains employés aussi ont tendance à dénigrer l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Parfois, il faut aussi faire attention à ne pas dire n'importe quoi non plus, parce que ça peut avoir des répercussions sur la carrière de la personne. Il y a un minimum de retenue vis-à-vis de son employeur, effectivement. Il faut avoir une âme de dénigreur, quelque part. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir aussi une bonne dose d'humour. Généralement, ça désamorce très bien les conflits. Dans trop d'humour, c'est parfois compliqué, parce qu'on a eu aussi quelques cas où les personnes ne sont pas réceptives. Elles sont tellement dans leur bulle. Le problème, c'est que quand elles arrivent avec un souci, elles ne voient que le souci. Donc, elles sont à fond, et on a beau leur écrire ou leur justifier n'importe quoi. Parfois, ça ne passe pas, donc elles sont braquées. Donc, généralement, on laisse le message en suspens. On revient peut-être une demi-heure après, avec une autre solution, une petite dose d'humour. Généralement, la personne aussi, la pression est retombée. Donc, on essaie de gérer au maximum. Il y a parfois des personnes qui arrivent mécontentes et qui repartiront de toute façon mécontentes. Mais généralement, je vais dire dans 90% des cas, les personnes sont satisfaites des réponses et tout ce qu'elles demandent, c'est avant tout d'être écoutées aussi. Donc, avoir de l'empathie, c'est très important pour les abonnés qui sont mécontents. Même les clients qui sont contents. Alors, si vous deviez résumer un peu votre quotidien, votre métier en 3 mots, vous en avez choisi 3. Le premier, c'est passionnant. Oui, parce que c'est un métier assez vivant quand même, puisqu'on a des clients de toutes sortes en fait. Donc il y a des mécontents, il y a des contents, il y a des passionnés. Évidemment, je parle ici pour mon expérience personnelle au niveau du tech. On a l'avantage, c'est qu'on a aussi des passionnés du transport en commun. Donc parfois, on a des partages enrichissants avec certaines personnes. On fait aussi des connaissances. On échange aussi avec certains employés qui sont très heureux d'avoir une équipe sur le terrain. Et le job est assez varié. Donc, je veux dire, une journée, il n'y a pas de journée type. Une journée peut très bien se passer, une autre journée peut très bien mal se passer. Un imprévu peut arriver. Il y a aussi un petit stress, un bon stress qui fait qu'on bascule d'une émotion à l'autre facilement. Passionnant, oui. Ensuite, varié, voilà. Donc, en fait, c'est plus, puisque on ne fait pas que répondre aux commentaires, il y a aussi la création de contenu, la publication de contenu, les interviews sur le terrain, comme j'en ai parlé tout à l'heure.
Donc il y a pas mal de choses à préparer avant de publier. Tout ce qui est réponse aussi, ça demande une certaine connaissance de l'entreprise pour laquelle on travaille. Forcément, on ne connaît pas tout. Donc, l'avantage aussi, c'est d'avoir des contacts avec les différents services pour pouvoir donner une réponse au client, puisque lui, quand il vient sur la page Facebook, ce qu'il veut, c'est une réponse directe. Il ne veut pas on dise on vers vous dans 4 heures. Ou, si on n'a pas la réponse, l'orienter vers un autre service. Dans la mesure du possible, c'est toujours mieux d'avoir l'information à donner. Alors, troisièmement, je pense qu'on vous ajoutez créatif entre deux, mais vous avez choisi stimulant. C'est stimulant parce qu'effectivement, ça pousse à la créativité, puisque en fonction des réactions du terrain, on adapte aussi notre mode de communication. Donc, il y a parfois des communications qui passent mal, parce que le client n'accepte pas, ou il trouve la promotion des billes. Ça peut arriver aussi. Parfois, on va faire passer un message et on est totalement à côté de la plaque. Donc, à ce moment-là, on essaie d'enchaîner, de modifier la publication et de réorienter le client, en fait, qu'il soit vers le chemin vers lequel on souhaite le conduire. Voilà, on a déjà détouré un petit peu le métier. On aura l'occasion de poser des questions, des réponses dans un instant. On va passer tout doucement à la formation en elle-même. Par rapport à un candidat qui souhaiterait suivre la formation et exercer ce métier, quelles sont les aptitudes nécessaires? Donc, tout d'abord, l'empathie. L'important, c'est vraiment de bien comprendre le client. Évidemment, c'est toujours facile à dire parce que quand on reçoit un message négatif, parfois c'est un peu compliqué, on a tendance à le prendre pour soi. Il faut aussi pouvoir comprendre la situation du client qui est mécontent. Donc, le but, c'est de se mettre à sa place et de trouver une solution possible pour lui. L'empathie, c'est aussi pour les messages positifs. Parce qu'on n'a pas que des messages négatifs, forcément, sur les réseaux. Donc on peut aussi partager la joie des abonnés qui viennent sur notre page et qui mettent un petit commentaire positif. Résistance au stress, encore une fois, c'est selon la situation, parce qu'il y a des situations faciles et des situations compliquées. Si je prends l'exemple du tech, une situation de stress, c'est en cas de grève. C'est une situation, on ne va pas dire courante, mais ça arrive pas mal chez nous. Donc il faut pouvoir gérer déjà l'information à donner aux clients, gérer les coups de gueule qui sont assez nombreux, et pouvoir prendre une maîtrise nécessaire pour ne pas péter un plomb, si je vais dire, parce que c'est en cette période de crise où il y a beaucoup de messages qui arrivent. Il faut pouvoir aussi cibler, se poser, se concentrer uniquement sur les messages essentiels, les messages entre guillemets constructifs, les insultes, etc. On peut faire abstraction et peut-être y répondre plus tard, mais d'abord s'orienter vers les clients et lui dire lui il a besoin d'une information, je vais vers lui, qu'il soit content ou pas, quand il arrive il repartira en principe content puisqu'il aura une réponse. Et le recul suffisant, mais justement c'est pour ne pas prendre pour soi les insultes. C'est ce qu'on avait tendance dans mon équipe à avoir un peu au début, parce que quand on nous contacte et qu'on insulte, on a tendance à prendre pour soi. Et comme je disais tout à l'heure, avec l'empathie, on se met aussi dans la peau du client et parfois on peut, sur un excès de colère, insulter. Pas en tant que community manager évidemment, mais on peut recevoir une insulte et puis au final, le message passe plus facilement. Une fois qu'on dialogue avec le client, franchement, il est un peu plus souple. Quand il a une réponse à sa question, même si elle ne lui plaît pas, il a quand même un élément qui permet de tempérer. Donc ça peut être plus facile à désamorcer. Et la sociabilité, oui, il faut un minimum social, aimer le contact, aimer les gens, aimer le dialogue. Comme je le disais aussi, avec une petite dose d'humour, c'est sympathique. Donc voilà, il faut vraiment avoir le goût l'envie de partager l'information avec le client ou l'envie de lui rendre service. Parfois même aller au-delà de ce qu'il demande. Parce que parfois simplement, il pose une question sur, prends l'exemple chez nous, sur un tarif. On pourrait simplement le renvoyer vers la page tarif de notre site internet. Mais non, on préfère dialoguer, lui poser des questions sur son profil, choisir le titre avec lui qui conviendrait le mieux. Voilà, vraiment dialoguer,
sympathiser et se rendre sympathique envers le client. Parce que forcément, s'il a un échange sympathique, il aura déjà une image un peu plus positive de l'entreprise qu'il utilise. Ce qui me vient une question que je fais. En plus, donc forcément, il faut connaître l'intégralité de l'entreprise dans laquelle on travaille. L'intégralité, il faut en connaître. L'intégralité, il y a pas mal de choses que je ne maîtrise pas encore actuellement dans mon entreprise, même après 14 ans. Le tout, c'est vraiment d'avoir des points de contact et des relations avec les différents services. Parce que tout maîtriser, c'est pas possible. Donc, on essaie à notre niveau d'avoir éventuellement une petite source, une base de données interne, qui nous permet d'avoir des références. On a le site internet aussi, qui est aussi parlant, puisque l'avantage du site internet, c'est qu'il est en langage client, donc ça nous permet aussi d'avoir le même langage que le client pour lui faire passer l'information. Et si on n'a pas les informations, vraiment avoir des contacts avec certains services spécifiques, parce que il faut garder les contacts justement parce qu'il y a parfois des mises à jour qui se font en cours d'année. Donc c'est très important aussi de se tenir à niveau au niveau de l'entreprise. Bien, donc ça pose toute la question. On va passer maintenant à la partie un peu plus administrative. M. Schumacher aura sans doute l'occasion d'intervenir à propos de la formation elle-même, mais également du stage. Et là, je me tourne vers M. Van. Et donc, le référent, vous pouvez se mettre là, c'est du hors-champ pour les personnes qui nous regardent sur justement les réseaux sociaux. Bonsoir à tout le monde, d'abord. Donc, je pense qu'il faudrait bien insister sur le fait que le stage n'est pas obligatoire. Donc, ça, je pense que c'est une chose importante à savoir. Et dans tous les cas, donc, il y a la possibilité d'un stage rémunéré possible. Donc, je pense qu'on en a déjà parlé. Je pense que donc les cours se donnent à raison de 8 heures par semaine. Et il y a une possibilité de convention de stage avec, donc c'est un contrat de formation temps plein de 38 heures par semaine, on s'est compris les heures de cours. Donc ça fait un total de 38 heures par semaine, ça nous fait 30 heures de stage par semaine et 8 heures de cours. Donc le stage donc, a la même durée que la formation, donc 1 an, et c'est un stage rémunéré par l'employeur. Donc on est à 460 euros par semaine. Et le stage donc, est une tripartite, comme on dit. Donc il est signé entre l'employeur et le stagiaire par l'intermédiaire de l'IFA-PME, donc dans le cadre du community manager par mon intermédiaire. Donc c'est l'IFA-PME qui présente la convention de stage et qui est signée donc, par l'entreprise et vous. Donc je voudrais quand même insister sur une chose, donc je pense que tout le monde l'a compris, donc c'est une toute nouvelle formation qui a été créée cette année par l'IFA-PME. Et donc on a souvent tendance à dire qu'aller trouver le référent IFA-PME qui possède une liste d'employeurs. Donc dans le cadre ici, il faut être bien clair dès le départ. Donc aucun référent ne possède de liste d'employeurs à mettre à votre disposition. Donc je suis à votre disposition pour recevoir au bureau, pour parler ensemble de la façon de rechercher, de vous présenter une entreprise. Mais il est clair que vous allez devoir faire les démarches vous-même pour la recherche d'une entreprise. Et alors je peux vous donner des conseils, des techniques de recherche, mais voilà, il faut être vraiment clair dès le départ, on n'a pas de liste d'entreprises qui recherchent. Donc si je vais prendre un exemple, je m'occupe des comptables, des agents immobiliers, on a des contrats en agence immobilière, en comptabilité, en assurance depuis des années. Donc là évidemment, depuis des années, on a des entreprises qui travaillent avec nous. Mais voilà, Community Manager, c'est vraiment toute nouvelle formation. Et là, voilà, il y aura des démarches à votre part de recherche. Et donc, le formateur est tout nouveau aussi. Hein, et on vient de faire connaissance à l'instant, on ne se connaissait pas. Et ben voilà, peut-être avez-vous des questions. Mais moi, j'en ai une, parce que je suis amené à
voilà, à vous guider pour la recherche d'une entreprise. Et je vais poser la première question au formateur, si on me permet. Donc voilà, je vais un peu situer aussi un autre contexte, qui est le contexte des comptables. Les comptables, ils ont la possibilité de faire un stage dans une fiduciaire, donc qui gère différents clients, et ils ont aussi la possibilité de faire un stage, on dit, dans une entreprise. Donc le comptable gère, et vous voyez où je veux venir, donc il gère la comptabilité d'une seule entreprise. Et en t'écoutant, je me dis, tiens, tu travailles au tech, et moi j'ai pour l'instant une entreprise de communication qui gère la communication de plusieurs entreprises, et finalement, en community manager, ne serait-ce pas un petit peu la même situation, où on aurait des entreprises spécialisées community manager qui gèrent la communication de plusieurs petites entreprises, et finalement, est-ce qu'on ne voit pas aussi des entreprises, des grandes entreprises, qui auraient des community managers internes à leur entreprise? Ça, c'était ma première question. Si je puis me permettre, j'interviens avant. Quand je vais évoquer la pratique d'observation 40 heures, effectivement, il y a plusieurs options. On peut travailler pour une agence, on peut travailler au sein d'une société et en développer la communication. C'est deux alternatives. Ce qui ouvre bien évidemment le champ de stage, soit d'observation, que je vais évoquer, ou de stage rémunéré possible. C'est clair. Ben, en fait, c'est en écoutant du repas, je me dis, ben voilà, encore oui, des possibilités nouvelles. Finalement, dans lequel je ne pensais pas, parce que oui, moi j'étais plutôt parti dans l'idée d'entreprise typique de communication. Et voilà, je suis bien content d'avoir découvert. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport au stage. Je pense que j'ai peut-être rencontré une ou deux personnes présentes dans la salle ici. C'est un peu difficile à identifier avec les masques, désolé. De toute façon, on vous invitera pour prendre rendez-vous avec M. Blanquet, tout à l'heure. On va continuer la présentation. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne le stage, la pratique d'observation, donc même si vous ne concluez pas un stage rémunéré par des allocations, il y a 40 heures d'observation qui sont prévues, tout en sachant, donc, comme je viens de le dire dans le secteur, ça peut être une agence de communication, ça peut être une entreprise également que vous intégrez qui souhaite développer sa communication, qu'elle ait un propre service de communication en interne, ou ça fasse partie de ses projets, je vais dire qu'elle n'ait pas ce service en tant que tel, mais qui souhaite engager quelqu'un. En général, c'est une extension du marketing, on va dire le community manager. Donc voilà, ça reste une possibilité, et c'est important, ça fait partie de votre stage d'observation qui sera pris en compte pour votre épreuve finale. Alors pour peut-être poursuivre sur les conditions tout à fait pratiques de la formation, c'est une formation qui s'organise donc en soirée le mercredi et le jeudi soir. Alors je vois que je n'ai pas changé l'horaire, je suis désolé, c'est de 18h15 à 21h45 et pas de 8h25 à 16h30, ce n'est pas en journée, mais c'est en soirée. Alors ça c'est une première chose. La seconde chose également, alors je fais bien la transition quand on est au chaud au Molin, c'est pas évident. Le programme. Alors, vous avez d'abord, pour démarrer la formation, un positionnement en langue étrangère. Alors, forcément, pour le secteur, le néerlandais, peut-être l'allemand ou bien l'anglais, peuvent être très importants. Aucun cours de langue n'est organisé au sein de la formation. C'est une formation en un an, en 2 soirées par semaine, c'est pas possible d'y caser en plus un cours de langue. Néanmoins, on vous demande de vous positionner dans une langue de votre choix, notamment en passant par la plateforme Wallan, que peut-être vous connaissez, qui est la plateforme de la région wallonne, pour voir un petit peu quel est votre niveau. Je suppose que dans les humanités, vous avez fait des langues, comme la plupart d'entre nous. Donc pour vous positionner, on vous demandera simplement de vous amener l'attestation qui est délivrée par la plateforme. On vous demande parallèlement à la formation de faire le nécessaire pour suivre vos cours. Ça peut être de l'e-learning, ça peut être la méthode assimile, ce que vous voulez, et de représenter ce type d'évaluation en fin de formation pour voir si vous avez évolué vers un niveau B1. Voilà, donc ce n'est pas une condition pour réussir la formation, mais c'est une condition qui est prise en compte dans votre évaluation globale. Ça va ça? Alors,
La suite du programme, ce sont les matières à proprement parler. Il y aura l'introduction métier, déjà qui vous a été faite un peu aujourd'hui. Il y a une notion de coordination d'équipe. Il y a le marketing stratégique, le web marketing comme on appelle ça, parce que si vous vous intéressez au domaine, il y a certainement du référencement que je vais évoquer important pour faire en sorte que vous soyez bien visible dans votre activité, qui peut être fait, je vais dire, de manière gratuite, puisque les réseaux sociaux sont mis à notre disposition de manière gratuite, et derrière ça, que ce soit Facebook, YouTube ou d'autres plateformes, apparaît très vite à vous proposer de booster vos publications en payant tout ça. Donc là, il y a des notions de web marketing. C'est ce que vous verrez dans la formation. Il y a des notions juridiques également, c'est-à-dire notamment l'utilisation d'images, dans la fabrication de publicité, en fonction de ce que vous allez utiliser, il y a des droits à respecter, peut-être à payer si ce sont des images que vous achetez vous-même. Donc vous aurez des notions juridiques également. Il y a la partie production graphique, en sachant qu'on ne va pas faire de vous de super réalisateurs vidéo ou des photographes en herbe qui vont utiliser Photoshop sous toutes ses coutures, InDesign, etc., et toute la gamme des produits Adobe qui sont dédiés à ça. Néanmoins, on vous donne les meilleures notions pour pouvoir démarrer vous-même votre propre production graphique et production vidéo également. Tout dépend du matériel que vous utilisez, bien évidemment, derrière ça. Alors, il y a la partie rédactionnelle, écrire pour le web et pour les blogs. Là, peut-être que vous pourriez donner une information complémentaire, je ne sais pas. Il est évident qu'on n'écrit pas comme dans un journal papier. Il y a des questions dans le référencement de tags. Il y a des questions de mots-clés qui sont à prendre en compte, surtout si c'est pour les réseaux sociaux, Facebook, voilà, c'est un canal, mais vous pouvez très très bien aussi prolonger les publications sur un blog. Là, vous êtes typiquement sur Internet et dans un site Internet, et là, les questions de référencement sont très importantes. On n'utilise pas n'importe quel mot et on fait en sorte que notre site Internet, notre publication soit bien positionnée aussi sur le web. Donc, il y a des règles à respecter. Alors, animation de la communauté, ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Quelques campagnes célèbres aussi, on vous expliquera un petit peu comment on monte une campagne et justement quels sont les succès que certaines campagnes peuvent remporter, comment est-ce qu'on peut projeter un calendrier en fonction de ces publications. Ce sont des notions qui seront vues. Alors, je suis désolé, je dois changer les images sur deux machines en même temps. Alors, la question d'e-réputation, ça aussi on l'a abordé tout à l'heure dans la démonstration, dans l'explication. D'e-réputation, c'est-à-dire que vous avez des outils sur le web qui vous permettent de mesurer un peu si vous travaillez pour une société, comment elle est vue. Vous avez des outils d'agrégation qui vous permettent de repérer tous les commentaires qui peuvent être postés partout, je vais dire, sur la toile Internet internationale dès qu'on parle de votre entreprise, ou de l'entreprise dont vous vous occupez si vous êtes dans une agence de com. Donc voilà, vous voyez tout ça. La modération, le référencement naturel, je l'ai évoqué, est payant. Et forcément, derrière tout ça, si vous êtes dans une agence de com, eh bien, votre client va vous demander des statistiques parce que son but, lui, c'est non seulement d'être vu, et s'il a un e-shop, par exemple, c'est de vendre. Donc, il va vous demander des comptes. Si c'est une entreprise, bien évidemment, elle vous demandera aussi des comptes pour voir un peu comment évolue sa réputation, et s'il y a une campagne qui est lancée, comment les gens répondent à cette campagne. Donc voilà, toutes ces choses qui sont pour moi passionnantes, n'est-ce pas? Eh bien, vous les voyez dans le cours de la formation durant l'année. Donc je rappelle les jours, mercredi et jeudi soir. Alors, pour poursuivre, les conditions d'entrée, 18 ans minimum, ça vous les avez, il n'y a pas de souci. On vous demande d'avoir un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou équivalent, ou un diplôme chef d'entreprise, donc obtenu à l'IFAPM, dans un métier qui s'y rapporte. Admettons, vous avez fait l'infographie, bien l'informatique, on va dire que ça peut s'y rapporter un peu. En tout cas, sur un plan technique. C'est pas pour autant que vous savez rédiger, etc. Mais enfin, bon, soit. Le cas échéant, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a M. Craet qui est ici présent, d'ailleurs j'en profite pour revenir sur l'image. Voilà, M. Craet qui est ici présent, qui se fera un plaisir de vous soumettre un dossier de motivation d'admission et une évaluation maths, français et logique. C'est juste M. Craet, vous lui donnez un détail supplémentaire à ce sujet. Pour celles et ceux qui n'auraient pas... Je vais débrancher le micro. Oui. Celles et ceux qui n'auraient pas le CESS, qui ne sont pas dans les conditions, il y a un dossier d'admission, un examen d'entrée, entre guillemets, qui se déroule. J'ai prévu une date le 7 septembre à 18h.
Après cette séance d'information, je vais faire passer d'autres examens et juste ici à côté. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur le contenu, donc français, maths, logique, sur ce qu'on attend de vous par rapport à ça, je vous invite à venir me trouver dans le local à côté, je vous donnerai plus d'informations. Mais sinon, pour passer cet examen-là, donc c'est lundi prochain à 18h, et il faut quand même compter entre 2 et 3 heures. D'accord? Je vais faire à disposition juste après la séance d'information pour plus de précision. Voilà, ça me permet de clôturer avec la notion financière. La formation coûte 250 €. La formation donc dure une année et je vous rappelle qu'ici les horaires, je ne me suis pas trompé dans l'horaire, par contre ici mercredi jeudi 18h15 à 21h45 et ce à partir du jeudi 17 septembre. Voilà, vous avez un peu l'essentiel des informations. Le mot de la fin, monsieur Crane. Le mot de la fin, on va demander à nos invités s'ils ont des questions à poser à notre équipe, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a des questions par rapport à la formation, son contenu, son organisation. Moi, je vais peut-être poser une question, la gestion de la formation. C'est une excellente question. Il faut que je regarde dans le programme s'il est obligatoire. Je n'ai pas regardé avant de venir. On appelle une colle. C'est une toute nouvelle formation des filets plats. Voilà. À mon sens, elle n'est pas obligatoire. Je pourrais vous donner le détail tout à l'heure. Je vais aller regarder sur le web. En attendant, si vous voulez devenir indépendant dans le domaine et que vous n'avez pas l'accès à la gestion, il est évident qu'il faut la gestion avec. En fait, il faut la gestion tout court pour être indépendant. J'ai la réponse là. Oui. C'est une couille. Hein. Oui, ça ne veut rien dire pour les gens, c'est un code interne. Donc, à mon sens, effectivement, il n'y a pas de gestion obligatoire. Si vous la faites, effectivement, alors vous pourriez devenir indépendant. La seule chose, alors c'est une formation en gestion en un an. Il faut que je vois si ça matche avec le juge. Normalement, on peut avoir une gestion d'horaire. Mais nous faisons effectivement des formations en gestion une fois prévenue, sinon ça ne marche pas de la faire. Tout à fait. Tout dépend si vous devenez freelance, en fait, à ce moment-là. Ce qui est encore possible, maintenant je ne peux pas vous certifier que dans le secteur, on cherche automatiquement des freelances. Ça, je ne ferai pas vous dire. Si maintenant, par exemple, vous vous lancez dans la carrière de site internet et que vous faites aussi un peu du développement et que vous voulez coupler ça, je ne sais pas quels sont vos profils, alors forcément, vous aurez un statut freelance indépendant à la base, ce sera une corde de plus à votre arc. Ça peut se faire dans l'autre sens aussi, hein. Vous pouvez faire du community management, et si ça vous plaît vraiment, vous lancez un peu dans du code et vous développez du site internet parallèlement. En fait. L'un n'empêche pas l'autre. Là, il faut être indépendant, alors effectivement, et faire la gestion, qui se fait chez nous en 4 mois, en soirée, bien évidemment, ou alors en un an, une soirée par semaine. Donc, Moi j'ai une question concernant le stage. Ah oui, pardon. C'est l'habitude. Concernant le stage, donc je voulais te poser 2 questions. On a une année de cours. Le stage, ça peut être 2 mois dans l'année. C'est pas forcément un stage en continu pendant la période des cours, quoi. On peut faire ça et en 2 entreprises différentes. On est obligé d'avoir une entreprise. Où est-ce qu'on peut... Ici, on ne parle pas de stage, on parle vraiment de convention de stage. Oui. Et la convention de stage, elle fait vraiment la durée de la formation. Ah. Donc, vous pouvez, comme il n'y a pas de stage obligatoire, vous pouvez décider de le commencer quand vous voulez. Mais, plutôt c'est, mieux ce sera. Donc, si vous arrivez chez un employeur à la fin de l'année, il va vous dire que c'est court. Si vous commencez maintenant et que vous voulez quitter à un moment donné, moi je ne vois pas l'intérêt. L'employeur, il faut vous rendre compte d'une chose, c'est que pour un employeur, engager un stagiaire, c'est un investissement. Et il va vous verser une allocation de stage. Et à un moment donné, le premier mois, il va prendre du temps à vous apprendre le métier. Si après 2-3 mois vous quittez, il aura investi du temps, de l'argent, et il va être déçu, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il faut partir pour un an la durée de la formation, c'est clair. Oui, on peut envisager aussi une formule sans rémunération, le stage d'observation, ce que vous disiez. Non, une convention de stage, une convention rémunérée par l'employeur.
Le stage d'observation, c'est autre chose. Hein. Ça, vous devez le faire obligatoirement, le stage d'observation de 40 heures. Ça, vous devez le faire obligatoirement. Si vous êtes en convention de stage d'1 an, bah forcément, il est inclus dedans. On va vous demander de refaire un stage supplémentaire. Voilà. Je voudrais peut-être rebondir parce que je vois peut-être dans... Enfin, c'est un peu compliqué derrière le masque de détecter certaines choses comme peut-être l'âge des personnes, mais bon, j'imagine peut-être voir certaines personnes un peu plus âgées et peut-être des personnes qui ont un emploi, peut-être qui sont dans une situation de chômage. Peut-être vite à aborder la question, parce que même si on n'est pas en entretien individuel, donc s'il y a des personnes qui sont en situation de chômage indemnisé, il y a des possibilités de complément de chômage. Donc on appelle ça une dispense de pointage, et c'est une demande qui se fait au forum par l'intermédiaire obligatoirement du syndicat. Alors il y a un document qui s'appelle un D.alt qui doit être introduit au forum par l'intermédiaire du syndicat. Donc il y a des conditions qui sont bien déterminées par le forum et qui sont d'avoir en principe 156 journées de chômage. Donc ça, s'il y a des personnes qui sont dans la situation, il faut vraiment parler au syndicat. Et donc cette dispense de pointage permet à des personnes en situation de chômage de bénéficier, de conserver le chômage, ou en tout cas une partie du chômage, en même temps que l'allocation de stage. Et ça, on rentre vraiment dans des conditions peut-être bien spécifiques. Et ça, voilà, il faut vraiment parler au syndicat et au forum, mais vous ne pouvez pas faire vous-même la demande directement au forum, c'est par l'intermédiaire du syndicat. Bonjour, moi je suis dans une association, mais ça un peu dit peut-être un peu sur ça, une question administrative du travail, et j'ai envie de parler qu'il y avait quelque chose qui s'appelait les créditeurs, pour peut-être avoir aussi un système de créditeurs pour le travail, tout à fait. Des congés, tout à fait. Donc le principe du créditant, dès que vous démarrez une formation, dès que vous démarrez une formation, le principe c'est que, à concurrence des heures de cours qui sont prévues dans le programme, vous pouvez avoir accès à des heures pour pouvoir venir au cours si vous étiez en pause par exemple, ou en tout cas pour étudier, effectivement. Donc le principe, votre employeur continue de vous rémunérer et il est remboursé lui-même sur base des heures que vous avez suivies. Donc la seule chose, c'est que par principe, il doit accepter, mais ça dépend des structures dans lesquelles on est. Quand on est dans un bureau, on est à 3, c'est peut-être plus difficile que dans une structure, on est à 100. Voilà, c'est une première chose. Et donc c'est toujours à négocier quand même avec votre employeur. La deuxième chose, c'est au niveau du contrôle des présents. Je viens de le dire parce que chaque année, ça pose un souci. Vous devez être là quasi tout le temps. Vous avez le droit à un 10e d'absence, ce qui serait injustifié par ce qu'on appelle le petit chômage, notamment certificat médical par exemple. Il dessert à tout ce petit chômage-là. Donc, mais ça reste possible, et donc à votre inscription, vous le déclarez et on vous concocte un petit formulaire indiquant quelle est la date de début, la date de fin et le nombre total d'heures de la formation. Et alors après, c'est l'employeur qui fait les démarches lui-même vis-à-vis du ministère. Ce serait aussi, par exemple, mais ça peut être aussi le cas, par exemple, si je dois partir du travail une heure plus tôt. Si vous devez partir une heure plus tôt, tout à fait. Donc si vous devez effectivement... voilà, là c'est vraiment pour ce cas typique en fait, c'est même pas seulement pour étudier, c'est aussi parce que physiquement vous devez pouvoir vous déplacer. Tout à fait, si. Une autre question. On peut s'inscrire aujourd'hui ou bien on doit attendre Alors, oui, effectivement, le secret est arrivé trop tard, on avait terminé. Oui, on peut s'inscrire à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Nous avons les formulaires qui sont là. Oui.
Si vous êtes assez nombreux à souhaiter vous inscrire aujourd'hui pour ne pas attendre, puisque la procédure d'inscription, ça prend à chaque fois une bonne grosse demi-heure, donc vous imaginez le dernier, partir à 10 à minuit ou à 1h du matin. Donc ceux qui souhaitent s'inscrire, on a un formulaire que vous pouvez pré-remplir. Si vous avez votre carte d'identité et votre carte de banque pour pouvoir payer simplement, on fait le strict minimum de l'inscription et on complétera le dossier après. Je ne sais pas, on va voir qui a été passé ou pas. Vous ne pouviez pas vous inscrire avant aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais à partir Mais de- maintenant, c'est bon, d'accord. Il y a un nombre de classes. En fait, une trentaine de personnes, c'est idéal au maximum, parce que sinon après on va faire des subdivisions en termes d'accès aux locaux. Et là, ça, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Donc nous avons des labos, avec maximum dans un labo 18 places, mais il n'y a pas de souci, on peut subdiviser, tout en sachant aussi qu'il y a une partie de cours où il y a des démos, on vous projette, vous ne devez pas nécessairement avoir accès directement à un compte Facebook ou autre. Maintenant, il est évident que si vous disposez d'un portable, d'un ordinateur portable, c'est idéal, vous le prenez avec vous, vous connectez sur le Wi-Fi du centre et vous pouvez travailler avec des outils. Hein, si vous êtes en web marketing, vous pouvez vous connecter chez Google, Google Ads, etc. Tous les services qui sont mis à disposition, c'est quand même pratique. Et de toute façon, vous devrez certainement réaliser et chercher vous-même à la maison. Donc, si vous n'avez pas de portable, il faut au moins un ordinateur à la maison, sinon ce serait comme apprendre à conduire sans voiture, quoi. Ça ne fait pas partie du Minerval, malheureusement, c'est pas. Une chose qu'on n'a pas signalée, je ne sais pas si les personnes, justement, on parle de réseaux sociaux sur Facebook, si les personnes qui suivent, mais un lien sera indiqué vers un formulaire, je m'adresse aux personnes qui sont sur Internet. Un lien vers un formulaire sera proposé pour qu'on puisse vous contacter par la suite. Donc voilà, c'est important de le dire. Cet appel, je vais l'ajouter après. Juste un petit mot pour le stage. C'est vrai qu'il n'est pas obligatoire outre les 40 heures d'observation, mais c'est vivement conseillé parce que c'est vraiment là qu'on apprend le plus. Donc la théorie c'est bien, mais la mise en pratique c'est... Si vous regardez FAPME, le A, c'est le A d'alternance, le stage en entreprise, c'est fondamental. Voilà. Le discours. Tout à fait. On a une dernière question. Qui souhaite s'inscrire ce soir? Monsieur Leblanc pour une question. Le stage d'observation, les modalités concrètes, c'est pour une période donnée, et on peut l'étaler. Alors, je vous avoue qu'il faut que j'y vois plus en détail si elles sont bien précisées. Parce que je ne peux pas vous dire, par exemple, je n'ai pas regardé avant de venir, je suis navré, si effectivement on pourrait par exemple le diviser en deux dans le stage d'observation. Hein, c'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'il existe un carnet de stage en général par rapport à ça, et on vous demande de remplir certaines modalités. Bon, moi, ce que je peux faire, si vous voulez, dès que notre petite conférence en ligne est terminée, c'est d'aller voir et de vous donner de délivrer les informations complètes. Mais là, je ne saurais pas le faire dans l'immédiat, mais je vous le dirai, je vous le donnerai. Ça va? Oui. En fait, donc, on a plusieurs matières, mais comment ça se passe au niveau des évaluations? Au niveau des évaluations. En fait, je ne sais pas, il y en a plusieurs qui se combinent entre eux, peut-être, parce que, je ne sais pas, est-ce qu'on a un examen l'un à la suite de l'autre? Oui, vous avez une évaluation pour les différentes matières, c'est ça votre question? Comment est-ce que c'est organisé? Je veux dire, moi j'ai déjà suivi d'autres cours, c'était à Noël ou c'était fin d'année. Ah oui, non, pas du tout. Chez nous, nos formations sont modulaires. Hein. Donc le principe, c'est d'évaluer à des moments précis dans l'année, mais ça ne correspond pas nécessairement aux fêtes, en fait. C'est ça votre question? Oui, parce qu'il faut savoir comment c'est. Oui, non. En général, c'est évalué en fin de module. Donc quand un module est terminé, web marketing par exemple, vous pouvez avoir une évaluation, effectivement. Et alors, bien évidemment, vous avez une épreuve finale qui est intégrative, c'est-à-dire que vous êtes censé pouvoir monter un dossier en prenant en compte justement ce que vous avez appris en termes de production vidéo et graphique, en termes de campagne à planifier et d'analyse, etc.
Et l'épreuve intégrative se déroule alors devant vos formateurs et devant des jurys externes, donc des personnes qui ne vous ont pas donné cours, mais qui travaillent dans le secteur. Alors. Si ça répond à votre question? Oui, non, alors. Je peux consulter le programme, et alors je coupe l'affichage derrière. Il faut regarder maintenant. Regardez ça. Donc voilà, donc deux choses. Les personnes qui souhaitent avoir des informations par rapport au test relatif au CESS. Moi, je suis à votre disposition pour vous donner des informations à ce sujet-là. Sinon, pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire aujourd'hui, également, je pense que nous avons déjà une personne intéressée. J'ai deux petites choses à rajouter. Donc, je vais vous donner des parties. D'accord. Je voudrais quand même, moi je rencontre pas mal de personnes au bureau, je voudrais quand même insister sur une chose. Donc la plupart des formations IFA-PME sont des formations qui exigent cadre général, cadre technique comme condition d'entrée. Ici on est quand même dans une formation d'un plus haut niveau qui exige le CESS à l'entrée. Bon, je voudrais quand même vous faire remarquer de manière globale que voilà, on est quand même dans une formation au niveau et que même s'il y a 8 heures de cours, on est quand même insister sur le fait que c'est une formation vraiment sérieuse et que même si on n'est pas en enseignement supérieur particulier, mais c'est une formation qui demande du travail, de l'étude et on est quand même dans une formation où il y a un certain nombre d'échecs. On voit chaque année au DIB dans les agents immobiliers, etc. Et que voilà, sachez-le, c'est du sérieux, ça demande du travail, de l'étude, et de manière globale, sans connaître personne, sans connaître sans connaître vos prérequis scolaires. Voilà, moi j'aime bien insister là-dessus parce que chaque année en DIB, on est toujours étonné des échecs. Et je tiens à prévenir tout le monde de manière globale. Si je peux me permettre, je vais aller dans le même sens que toi, Alain. Il est évident que par rapport au volume d'heures que vous aurez, vous allez avoir énormément d'informations. Ces informations-là doivent alimenter votre propre recherche, d'autant que le domaine du web foisonne de sources. Hein. Vous pouvez vous auto-former sur plein de choses. Et donc je crois que c'est important, effectivement, si vous mordez, eh bien, c'est d'aller au-delà des cours, de toute façon. Ici, plus qu'ailleurs, parce que tout ne sera de toute façon pas donné, c'est pas possible dans le volume d'heures de la formation totale. C'est ça. Voilà, je suppose aussi que tu voulais il ne faut vraiment pas croire que parce que c'est une formation en alternance, plutôt plus APME, que c'est pas plus facile. Voilà. Deuxième petite chose, on l'a déjà répété, c'est une toute nouvelle formation à l'IFA-PME, d'ailleurs qui est localisée à Verviers, pas à Liège. Tourner, je pense, faut passer très loin, c'est pas directement près, quoi. Oui, voilà. Donc rassurez-vous, tout est maîtrisé, même si on fait une petite info qui manque ou quoi, mais tout est maîtrisé, vous n'êtes pas des cobayes, vous n'êtes pas dans l'élaboration d'un vaccin pour le Covid, mais vous êtes en tout cas des pionniers, ça, sachez-le. Dans quelques années, quand la formation sera ancienne, vous vous souviendrez que vous êtes les pionniers de la formation Community Manager à Verviers 2020-2021. Donc on ne distingue pas vos sourires, mais on les ressent. Juste un petit complément au niveau des prérequis, ça semble logique, mais l'orthographe est hyper... Donc, au niveau des prérequis, l'orthographe est très importante dans la fonction, donc ça me paraît logique. Parce qu'on répond quand même à des commentaires publics, donc c'est important d'avoir une certaine maîtrise. On n'est pas à l'abri d'une faute, comme tout le monde. L'avantage du commentaire public, c'est qu'on peut vite corriger, mais si c'est en privé, ça coince. Donc, bien se relire avant et bien analyser la situation avant de répondre à la recherche. Voilà. Ah, tout à fait. Je me permets de clôturer la séance alors. Nous allons continuer pour les personnes qui sont présentes et je vais clôturer par contre la diffusion en direct. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée, même aux personnes qui nous ont suivis sur Facebook. Vous pourrez dire merci à nos intervenants. Bien évidemment, je suis un impoli, donc je vais remercier également nos intervenants.
Monsieur Meujens, Monsieur Antoine, Monsieur Graet, et je remercie le public qui est là, et malheureusement je ne filme pas, mais c'est logique. RGPD oblige, on n'a pas demandé si les personnes voulaient effectivement figurer sur l'image. Voilà, je pense à votre disposition, je ne sais pas qui soumet le document, la question.